Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'enregistrement de l'examen de automne 2018. Première note à vous dire, c'est pas un examen qui est long, c'est juste que j'avais deux groupes courts. Alors, j'ai deux examens en un ici. Ne paniquez pas quand vous regardez cet examen. J'avais deux groupes courts cette session-là. Alors, j'avais deux questions. J'avais une ou deux questions qui étaient les mêmes pour les deux groupes, puis les questions suivantes qui étaient deux groupes différents. Donc, je pense que j'ai quatre questions. Il y en a deux qui étaient communes et une grosse question qui était individuelle à chaque groupe court. OK, donc, vous avez une chose qui est certaine, tous les examens, vous avez une grosse question sur la vente, c'est certain, c'est le but, c'est l'évaluation des projets. Donc, j'ai une entreprise qui fabrique des widgets. Des widgets, ça veut, en français, en bon langage français, c'est un produit quelconque. C'est ça la traduction. Donc, je produis un produit quelconque. En anglais, on appelle ça des widgets. Le prix actuel du marché est de 50 dollars. À ce prix, la demande du marché est de 100 000 unités. Si le prix grimpe à 60 dollars, la demande est de 40 000 unités. Donc, la demande va chuter. L'entreprise possède deux machines A et B achetées il y a quelques années. OK? La machine A peut produire jusqu'à 60 000 unités. Elle vaut 4 millions au livre, donc la valeur comptable, mais peut être vendue pour 4,5 millions, la juste valeur marchande. La valeur résiduelle dans 10 ans est de 1 million, mais elle pourrait être vendue pour 1,4 million. Donc, si on vend pour plus cher que la valeur comptable, on va avoir un gain capital. Si on vend pour moins cher que la valeur comptable, on va avoir une perte en capital. Et il va y avoir une implication fiscale. Le coût unitaire de chaque widget produit est de 30 le coût variable, et les frais d'entretien annuels sont de 200 000, ça c'est les coûts fixes. Machine B peut produire 75 000 unités, elle vaut valeur comptable, juste valeur marchande. Autant T est égal à 10, la valeur comptable est de 1,5, mais la juste valeur marchande, 1,8. Donc, si on la vend dans 10 ans, on aurait un gain capital et des implications fiscaux. Le coût unitaire de chaque widget produit est de 28 les coûts fixes est de 400 000. Donc, pour coût variable de 28 par unité, coût fixe de 400 000. L'entreprise utilise la méthode de débris d'amortissement linéaire. L'entreprise est taxée étant imposée. Le taux corporatif est de 28. Les gains capitaux sont taxés à 15. Assumez que les équipements sont liquidés à la fin de 10 ans. Alors, cette ligne revient dans tous mes examens. On reconnaît toute taxe ou crédit d'impôt immédiatement ou à la fin de l'année. Ça veut dire que c'est justement s'il y a un crédit, si on vend pour une perte, on va avoir un remboursement d'impôt à la fin de l'année. Encore une fois, c'est l'année prochaine ou l'année d'après qu'on a des gains capitaux imposables qui vont venir réduire la perte en capital. Mais pensez qu'on est une grosse compagnie, on a peut-être autrement ailleurs dans l'entreprise des gains capitaux qui vont venir annuler la perte. Donc, c'est comme si on la reconnaissait aujourd'hui. Si ailleurs, on a des taxes à payer sur des gains capitaux, notre perte va venir réduire cette charge fiscale cette année. Alors, tout le temps, vous allez voir cette ligne, on reconnaît tout crédit d'impôt à la fin de l'année, laquelle elle est reçue. On la reconnaît immédiatement. Ça va tout le temps être le cas, comme on a fait en classe. Le coût du capital, WACC, coût moyen pour dérivé du capital, 10. Actuellement, chaque machine produit 50 de la demande et jusqu'au maximum de sa capacité. Donc, si on a une demande de 100 000 unités, les deux machines produiraient 50 000. Alors, justement, on ne peut pas produire plus que le maximum pour chaque machine. Donc, si la demande est de 100 000, comme on dit actuellement, les deux machines vont produire 50 000 unités. Actuellement, blablabla. Continuons. Donc, quelle est la valeur actuelle de l'entreprise? La valeur actuelle de tout actif financier, que ce soit la valeur de l'entreprise, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer quel est le cash flow pour chaque machine. On doit calculer, quoi d'autre qu'on doit calculer? On doit calculer la valeur terminale et on doit tout escompter au temps t est égal à 0. Donc, les machines utilisent quoi? Utilisent la méthode d'amortissement, on avait dit linéaire. Parfait. OK. C'est pour ça que je peux poser la question. Donc, si la charge d'amortissement elle est linéaire pour les 10 prochaines années, la machine A, elle vaut 4 millions aujourd'hui, elle vaut 1 million. Alors, on va amortir 3 millions sur 10 ans. On va amortir 300 000. Même principe pour la machine B.
la valeur terminale au temps t est égal à 10. Alors, ben, à la toute fin, on peut vendre les deux machines pour 3,2 millions, mais la valeur au livre, ben, ce serait 2,5 millions. Et donc, qu'est-ce qui arriverait? C'est que, quoi d'autre? On peut les vendre pour 3,2 millions, mais la valeur au livre étant 2,5 millions, on va faire un gain capital de 700 000. Et on va payer 15 de ce 700 000 en impôts. Donc, le 3,2 millions, c'est la juste valeur marchande. Après impôts, il nous reste 3 95 000. Ou bedon, 1,34 pour la machine A et 1,755 millions pour la machine B. Si on vend juste la machine A ou juste la machine B. Donc, si je regarde, si j'ai deux machines qui sont en opération, le prix du marché est de 50 $ actuellement. La demande, elle est de 100 000. La machine A produit 50 000 unités. La machine B produit 50 000 unités. Le coût unitaire de la machine A, c'est 30. Le coût unitaire de la machine B, c'est 28. Et on avait dit que le prix de vente, elle est de... où est le prix de vente? Prix de vente est de 50 $. C'est ça. Le prix de vente, elle est de 50 $. Donc, si la machine A produit 50 000 unités, les ventes seraient de 2,5 millions pour la machine A et la machine B. Donc, des ventes totaux de 5 millions. Les coûts variables, alors, coût variable de la machine A, c'est 50 000 fois 30. Coût variable de la machine B, 50 000 fois 28, 1,4 million. Donc, des coûts variables totaux de 2,9. Les coûts fixes de la machine A, 200 000, de la machine B, 400 000, donc au total, 600 000. Si on a les deux machines, maintenant, tout le reste, je n'ai pas besoin de le calculer parce que j'ai maintenant le EBITDA de l'entreprise. Et la charge d'amortissement, ben, ça va être les deux charges d'amortissement de 300 000 et de 350 000 pour la machine A et pour la machine B, qui nous donne le résultat avec intérêts et impôts. Les intérêts incrémentaux, on va tout le temps mettre zéro ici, à moins que c'est le projet, c'est de renégocier la dette. Et donc, le bénéfice imposable de 850 000. On avait dit qu'on payait 25 en taxes, ou donc 238 000. Donc, le bénéfice net de la compagnie, c'est 612 000. On rajoute la charge d'amortissement qui nous donne notre cash flow pour chacune des 10 prochaines années, qui serait de 1 262 000. Donc, la valeur actuelle de l'entreprise, c'est la valeur actuelle de ces 10 paiements de 1 262 000. Et à la toute fin, on va recevoir un dernier paiement de 3 95 000 qu'on va escompter avec 10 années d'intérêt à du 10 %. Donc, la valeur actuelle des 10 paiements, c'est 7,7 millions. La valeur actuelle de la valeur terminale, c'est 1,193 millions. Donc, la valeur actuelle de l'entreprise, ben, c'est égal à 8 947 700. Et de cette valeur, la valeur actuelle qui provient de la machine A, c'est 4,5 millions. Et la valeur actuelle qui provient de B, c'est 4,375 millions. Ou bedon, la valeur actuelle de 10 cash flow de 660 000 plus la valeur escomptée de la valeur terminale de A, ben, c'est égal à la valeur actuelle des cash flows de A. Et si je fais la valeur actuelle de 10 cash flow de 602 000 plus la valeur escomptée de la valeur terminale de B, ça me donne 4,375 millions. En tout, les deux ensemble, l'entreprise vaut 8,947 millions. Donc, question suivante. Quelle est la valeur ajoutée à l'entreprise si elle vend aujourd'hui la machine A et qu'elle n'utilise que la machine B à pleine capacité? Le prix du on va regarder le prix de vente à 50 $. Donc, ça veut dire qu'au temps T est égal à 0, on ne va pas avoir un investissement qu'on paye. On va recevoir un cash flow suite à l'adoption du projet. Ça veut dire qu'au temps T est égal à 0, on va vendre la machine pour 4,5 millions, qui est le prix actuel de la juste valeur marchande actuelle. Mais la valeur comptable est de 4 millions, donc on va faire un gain capital de 500 000. On va payer 15 % en taxes sur ce 500 000. Ça veut dire qu'on va payer 75 000 en taxes. Donc, net, on reçoit aujourd'hui 4,425. Donc, l'investissement initial
il est positif. Pourquoi? Parce qu'on reçoit un cash flow au temps t est égal à 0 au lieu de payer. Alors, j'ai décidé en 2018 de poser une question un peu différemment. La valeur terminale maintenant, c'est la valeur actuelle de la machine B. Alors, j'ai vendu la machine A au temps 0, la machine B au temps t est égal à 10, ben, je peux la vendre pour 1,8 million, qu'elle vaudrait 1,5, donc je vais faire un gain capital de 300 000, je vais payer 45 000 en taxes. Ça veut dire que je vais récupérer 1,755 million au temps t est égal à 10 si je scrape la machine à la fin du projet. Donc, qu'est-ce qu'on avait tantôt? Dans la question A, j'avais mes cash flows avant l'adoption du projet. Puis maintenant, suite à l'adoption du projet, je vais avoir un cash flow plus petit. Pourquoi? Le prix de vente demeure à 50 $, mais j'ai une machine qui peut produire jusqu'à 75 000 unités. J'ai plus la machine A, j'ai juste la machine B. Donc, elle va produire jusqu'à 75 000, elle va produire 75 du 100 000 de la demande au coût unitaire de 28 $. Donc, mes ventes vont chuter, mes coûts variables vont chuter, mes coûts fixes vont chuter parce que j'ai juste les coûts fixes de la machine B. Et mon EBITDA va chuter. J'ai juste une charge d'amortissement. Mon EBIT, il a l'air d'avoir augmenté. Mon bénéfice imposable, lui aussi, il augmente, mais je vais payer 25 en taxes, qui me donne mon bénéfice net. Je rajoute la charge d'amortissement qui me donne mon cash flow. Donc, bel et bien, malgré le fait que mon bénéfice net il augmente, mon cash flow, il va être réduit. J'ai une chute de cash flow de 264 000 $ pour chacune des 10 prochaines années. À la toute fin, je vais recevoir 1,755 millions et aujourd'hui, je commence avec 4,425 millions. Donc, je reçois 4,4 millions au temps zéro, mais pour les 10 prochaines années, je vais avoir 264 000 de cash flow de moins. Donc, mes cash flows incrémentaux, 4,425 au temps zéro, moins 264 000 pour les 10 prochaines années et plus 1,755 millions au temps t est égal à 10. Donc, la valeur actuelle de l'entreprise, si je regarde, si j'ai vendu la machine A, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer combien vaut l'entreprise si je vends la machine A aujourd'hui. Si je vends la machine A aujourd'hui, je vais recevoir 4,425 au temps t est égal à 0. Pour chacune des 10 prochaines années, je vais recevoir un cash flow de 988 000 et à la toute fin, je vais je vais revendre la machine B et je vais récupérer au temps 10 1,755 millions. Donc, si je fais la valeur actuelle de tous ces cash flows-là, la valeur de l'entreprise, elle vaut maintenant 11 233 906. Si je ne fais rien, alors dans la partie A, j'ai l'entreprise qui vaut 8,947 millions. Et si je vends la machine A et la machine B produit un peu plus, l'entreprise va valoir 11,233 millions. Donc, la différence entre les deux, c'est la valeur qui a été ajoutée suite à l'adoption du projet. Maintenant, depuis le début de la session, on achète quelque chose au temps zéro, on a des cash flows supplémentaires par la suite. Ici, on avait un cash flow supplémentaire au temps zéro, on avait des cash flows réduits par la suite. Mais la valeur de l'entreprise, si je vends la machine A, est de 11,233 millions. Donc, une autre façon qu'on aurait pu faire ça, c'est que la vente, c'est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows incrémentaux. Donc, j'ai 4,425 millions au temps zéro. J'ai 264 000 de moins pour chacune des 10 prochaines années. Et à la toute fin, la valeur terminale, je vais avoir, au lieu d'avoir les deux machines qui sont vendues, je vais enlever la valeur terminale de la machine 1 et la valeur actuelle, le cash flow incrémental. Alors, si j'ai deux machines, j'aurai cette valeur terminale-là. Si j'ai juste une machine, j'ai cette valeur terminale-là. Donc, la différence entre les deux, c'est le incrémental que j'escompte pendant 10 périodes. Et encore une fois, ça va me donner la même valeur. OK. La question C, alors comme j'ai dit, j'avais deux groupes pour cet examen. Alors, le groupe du matin on vendait la machine A. Le groupe de l'après-midi, on vendait la machine B. Donc, c'est exactement la même question, sauf qu'on vend la machine B et on garde la machine A. Donc, avant,
Alors, qu'est-ce qu'on avait calculé à la partie A? Ça demeure inchangé. Maintenant, on a vendu la machine B. On est capable de calculer notre cash flow de la machine B et notre cash flow incrémental. Donc, quelle est la valeur du projet si on vend la machine B? La valeur, on peut calculer la valeur de l'entreprise. Si on vend l'entreprise, si on vend la machine B, quelle est la valeur de l'entreprise? Si on vend la machine B, je vais recevoir 5,85 millions. Mon cash flow pour chacun des 10 prochaines années, si je vends la machine B, c'est 804 000. Et à la toute fin, je vends la machine A et je ramène le tout au temps zéro. Et donc, la valeur de mon entreprise, si je vends la machine B, est de 11 306 000. Si je soustrais ça de la réponse dans la question A, je vais avoir la valeur du projet. Ou ben donc, je peux regarder les cash flows incrémentaux. Si je regarde les cash flows incrémentaux, au temps zéro, je vends la machine B. C'est ça, je vends la machine B. J'ai un cash flow réduit de 458 000. Donc, le cash flow incrémental baisse de 458 000 pendant 10 périodes. Et à la toute fin, je vends je regarde quelle est la valeur terminale incrémentale. Si j'avais deux machines, j'aurais ça. Si j'ai juste la machine A, j'ai ça. Donc, le cash flow, la valeur terminale à la toute fin, c'est la différence entre les deux, réduit de 10 périodes, qui me donne 2 359 000. Donc, on aurait intérêt à soit vendre la machine A ou la machine B, mais probablement vendre la machine B serait encore plus rentable parce que la vente du projet, elle serait plus grande. Les étudiants n'avaient pas, je ne pense pas que les étudiants avaient cette question-là à l'examen. Ils avaient soit vendre A, soit vendre B. Question D par la suite. Alors, quelle est la valeur ajoutée à l'entreprise si elle vend aujourd'hui la machine A et qu'elle n'utilise que la machine B à pleine capacité? Donc, le prix grimpe à 60 $. C'est exactement la même question, sauf qu'on avait dit que si on augmentait le prix à 60 $, la demande du marché chutait à 40 000 unités. Donc, la colonne de gauche, c'est qu'est-ce qu'on a calculé en A. Et maintenant, on va regarder si on vend la machine A et on augmente le prix à 60 $. Donc, la quantité qui serait vendue serait 40 000, la demande du marché. On est capable de produire jusqu'à 75 000, mais la demande n'est que de 40 000, au prix de 48 000. Donc, les ventes seraient de 2,4 millions, les coûts variables, les coûts fixes, notre profit brut, la charge d'amortissement, notre résultat avant intérêt et impôts, 25 % en taxes, bénéfice net, on rajoute la charge d'amortissement qui nous donne notre cash flow. Une chute de cash flow de 530 000. Donc, quelle est la vanne du projet? On peut calculer soit la valeur de l'entreprise ou la valeur actuelle des cash flows incrémentaux. La valeur de l'entreprise, si on vend la machine A, au temps t est égal à 0, on aurait 4 425 000 au temps 0. La valeur de tous les cash flows futurs, 10 cash flows de 731 000, plus à la toute fin, on vend la machine B pour sa valeur terminale. Et donc, la valeur de l'entreprise serait de 9 596 000. Donc, la vente du projet, si je vends la machine A et j'augmente le prix à 60 $, la vente du projet, c'est après moins avant. Avant, c'est qu'est-ce qu'on a calculé dans la partie A. Et la différence, c'est la valeur ajoutée à l'entreprise qui serait de 649 000. Donc, on n'aurait pas intérêt à augmenter le prix si on vend la machine A parce qu'on peut voir que dans la question B, on aurait créé 2,286 millions en gardant le prix à 50 $. Donc, une autre façon de faire le calcul, c'est qu'on regarde les cash flows incrémentaux, vente de machines au temps zéro. Les cash flows ont baissé de 530 000 pendant 10 ans. À la toute fin, la différence des valeurs terminales qui serait ramenée au temps zéro, qui nous donne une valeur actuelle nette de 649 000. Ça, c'était une question qui était posée pour mon groupe du matin. Le groupe de l'après-midi, ben, ça suit avec la question C. La question C, on vendait la machine B. Donc, la machine B, on avait un investissement au temps t est égal à 0 qui était positif, puis on avait une valeur terminale en vendant A à la toute fin. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on compare A avec augmenter le prix à 60 $, la quantité vendue serait juste de 40 000, et on calcule la valeur actuelle soit des cash flows
ou on calcule la valeur actuelle des cash flows incrémentaux qui nous donnerait la vente dans ce cas-ci. Donc, si je regarde la valeur actuelle des cash flows, la valeur actuelle de 10 cash flows de 804 000 plus le prix de vente au temps 0 plus la valeur terminale au temps 10 me donnerait une valeur d'entreprise de 11 306 000. Dans la question A, on avait calculé la valeur de l'entreprise si je ne faisais rien. Donc, la différence entre les deux, c'est la valeur actuelle nette du projet, la valeur suite à l'adoption du projet. Si je fais rien, l'entreprise vaut ça. Si je fais quelque chose, l'entreprise vaut ça. La différence entre les deux est attribuée au projet. Ici, le projet, serait de liquider une machine. Autre façon, encore une fois, je vends la machine B, j'ai des cash flows réduits, incrémentaux de 458 000 pendant 10 ans. Et je regarde la valeur terminale à la toute fin que j'escompte pendant 10 périodes. Et ça, c'est la valeur actuelle des cash flows incrémentaux qui s'appelle la vanne. Donc, ça, c'était les étudiants de l'après-midi qui avaient cette question-là. Donc, A, B et D le matin, A, C et E l'après-midi. C'est pour ça que ça paraît comme un examen qui est très long. Quelle est la valeur d'abandon? Quelle est la valeur ajoutée si on abandonne? Alors, la valeur d'abandon, c'est si je liquide tous mes actifs aujourd'hui, ça, c'est la valeur de l'abandon. Qu'est-ce qui serait reçu aujourd'hui? Donc, la valeur marchande aujourd'hui des installations, la juste valeur marchande, c'est 10,5 millions. La valeur au livre est de 9 millions. Donc, si j'ai vends aujourd'hui, je vais recevoir 10,5 millions, mais j'ai un gain capital de 1,5 million. Donc, je vais payer 15 de cette valeur en taxes, 225 000. Donc, 10,5 moins 225 000, il me reste 10 275 000. Ça, c'est la valeur d'abandon. La vanne, je vais regarder ce 10 275 000 et je vais comparer ça avec la réponse en A. Alors, la réponse en A était de 8,947 millions. Donc, si j'abandonne aujourd'hui, je vais quand même créer 1 327 000. Donc, ça vaut plus la peine abandonner que de ne rien faire pendant les 10 prochaines années, à part continuer les opérations. Alors, si j'abandonne juste la machine A, je vais recevoir ceci. Si j'abandonne juste la machine B, je vais recevoir ceci, qui n'était pas nécessaire dans la question. Quelle est la meilleure option pour l'entreprise? Ben, ici, ça dépend si vous étiez là le matin ou si vous étiez là l'après-midi. Mais quelle est la meilleure option pour l'entreprise? Ben, ce serait de vendre la machine B et de garder A parce qu'elle maximise la valeur des actionnaires. Donc, si je vends la machine B et je garde juste la machine A, je maximise la valeur des actionnaires et on peut le regarder. On regarde toutes les ventes. 2,3 millions, 649 000, 2,359 millions. Alors, 2,286 millions. 2,359, 2,359. Alors, j'avais probablement fait le calcul pour que les deux matchaient. Donc, si on vend la machine A et on garde la machine B, c'est là. Si on vend la machine B et on garde A, on va maximiser la valeur de l'entreprise. Pour mes étudiants du matin, eux, par contre, ce serait la question, la réponse leur aurait été vendre la machine A et de garder le prix à 10 $. C'est ça. Alors, A, B et D, c'était le groupe du matin. Oups. A, B et D, c'était le groupe du matin. Donc, B, si je crée 2,286 millions de valeur et D, je crée juste 649 000 de valeur. Donc, j'ai intérêt à vendre la machine A et de garder les prix à 10 $, pour ceux qui avaient cette question-là. Question G. Quoi d'autre? Alors, c'est rare que j'ai des questions qui vont dépasser A, B, C, D, E, des questions F, G, H. Ça voulait dire que j'avais plus qu'un groupe ensemble. Donc, une entreprise vend 2000 widgets par année, alors des produits quelconques. Le prix de vente unitaire est de 1,2 $, et le coût unitaire de 500 $. Les frais annuels sont de 100 000. La somme de tous les crédits d'impôt, non-cash charges, du dernier exercice fiscal était de 200 000. Donc, toutes les charges d'amortissement et toutes les charges non-cash étaient de 200 000. Dans 6 ans, on s'attend à liquider tous les actifs pour la valeur au livre de 100 000.
L'entreprise utilise les normes canadiennes d'amortissement. Avec D est égal à 20 la compagnie est imposée à 30 et les gains capitaux à 10 Maintenant, selon les normes canadiennes, la première année, on va imputer une charge de 10 de la valeur au livre des installations. Par la suite, on va imputer une charge de 20 Un petit problème ici, c'est qu'on ne dit rien sur la valeur des installations au temps t est égal à 0. Je ne vous donne jamais la valeur d'acquisition. Ici, dans cette question, je ne vous donne pas la valeur d'acquisition. Mais je vous dis que, quoi d'autre? Dans le dernier exercice fiscal, c'était de 200 000 mais ça voudrait dire que l'année passée, quoi d'autre? L'entreprise, quoi d'autre? Ben, c'est ça. Il devrait ajouter. Oups. Ici, je ne dis rien sur la valeur des installations ni dans le passé. Mais l'affaire, c'est que si on a les normes canadiennes et l'année passée, la charge d'amortissement était de 200 000, ça veut dire qu'à chaque année subséquente, la charge d'amortissement va être 80 de cette valeur. Faites ça avec n'importe quel chiffre et vous allez le voir. Donc, si vous connaissez la charge d'amortissement de l'année passée, il n'y a eu aucune acquisition ou disposition, la valeur de la charge d'amortissement va être 80 de sa valeur. Elle va baisser de 20 par année. Pourquoi? Les actifs baissent de 20 par année et la charge d'amortissement, c'est un pourcentage de la valeur des actifs. Donc, si l'année passée, la charge d'amortissement était de 200 000, l'année prochaine, elle serait de 160 000. Une petite note que je devrais dire ici, et je pense que je l'avais dit en salle de cours, c'est que les machines doivent être âgées de plus que 2 ans, de 2 ans ou plus, parce qu'on doit tenir compte du demi-taux. Et je pense que je l'avais dit en salle de cours. Je vais regarder le restant des questions avant que je modifie de quoi. Alors, l'entreprise est financée par un emprunt bancaire de 1 million à 4 Les emprunts, les intérêts sont déductibles d'impôts. Donc, on paye 40 000 par année en intérêts, mais c'est déductible d'impôts. J'ai 1000 obligations senior 10 ans avec un coupon de 30 la valeur nominale est de 1000 le prix est de 881. Donc, les obligations, les intérêts sont déductibles d'impôts. Ce n'est pas le coupon, mais les intérêts le sont. J'ai 1000 obligations junior, encore une fois de la dette, les intérêts sont déductibles. J'ai 2000 actions privilégiées des preferred shares. Le prix de chaque action est de 50 et le dividende constant est de 3,75. Et j'ai 160 000 actions ordinaires. Le prix d'une action est de 14,31. L'action vient tout juste de verser un dividende. Donc, pour faire le calcul, on doit calculer le prochain dividende. L'année passée, elle a versé un dividende de 1,25. On s'attend à une croissance annuelle des dividendes de 3 Donc, je ne dis rien sur les valeurs des installations. Donc, si l'année passée, la charge d'amortissement était de 200 000, la charge d'amortissement l'année prochaine serait de 80 de 200 000, 160 000. Donc, qu'est-ce que... Oups. Alors, ici, ça devrait être la question A. OK. Ben, c'est ça. Quel est le rendement d'une obligation senior? Donc, le prix de vente, c'est la present value. Le coupon annuel, c'est le paiement. J'ai 1000 qui est la valeur nominale, qui serait la valeur à la toute fin. Donc, la future value, c'est 1000 N est égal à 10 périodes. Compute taux d'intérêt veut dire que le taux d'intérêt d'une obligation senior, 4,5 Même principe pour une obligation junior. Le coupon est de 40 le prix est de 896,20 La future value, elle est de 1000 Donc, Compute E nous donne un taux d'intérêt de 5 Mais ce 5 et ce 4,5 est déductible d'impôt. Quel est le rendement d'une action privilégiée? Alors, le prix au temps T est égal à 0. Le prix au temps T est égal à 0 est égal au dividende au temps T est égal à 1 divisé par le taux d'intérêt. Et on dit que le prix est égal à 50 c'est égal à 7,75 divisé par le taux d'intérêt. Ça veut dire que les preferred payent un rendement de 7,5 Le coupon ni les gains capitaux sont déductibles d'impôt pour la firme. Quel est le rendement attendu des actionnaires ordinaires? Le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par le taux d'intérêt moins G. On dit que le prix de 14,31.
Le prochain dividende serait de 1,25 actualisé de 3 escompté au rendement des actionnaires. Et on a un taux de croissance de 3 ce qui veut dire que les common shares vont nous donner un rendement égal à 12 Quel est le coût du capital de l'entreprise? Donc, j'ai un emprunt d'une valeur de 1 million. J'ai des obligations seniors d'une valeur de 881 000. J'ai des obligations juniors qui valent 896. La valeur des preferred shares, c'est 100 000. La valeur des common shares, j'avais 200 000 actions. J'avais quoi? J'avais 160 000 actions à 14,31. Donc, la valeur des actions, c'est 2 289 000. Donc, la valeur comptable de tous les actifs, 5 167 110. Donc, le pourcentage de la firme, j'ai 1 million du 5,167 millions qui est financé par un emprunt. J'ai 19,35 qui est financé par un emprunt. Et le coût est de 4 J'ai 17,06 de l'entreprise qui est financée par des obligations seniors. Le rendement des obligations seniors, c'est 4,5 J'ai 17,34 financé par des obligations juniors à du 5 J'ai 1,94 financé par des preferred à 7,5 et j'ai 44,31 financé par des common à du 12. Et donc, la somme devrait être égale à la somme de toutes ces composantes devrait me donner 100 Donc, la somme de toutes ces composantes devrait me donner 100 Alors, une petite note là-dessus. J'ai déjà vu certains profs qui vont utiliser les valeurs marchandes. Moi, dans mon cours, j'ai tout le temps utilisé les valeurs comptables. Pourquoi? Je préfère des valeurs comptables. Ça dépend de l'analyse financière, mais des valeurs comptables sont beaucoup plus stables. Donc, j'ai moins de fluctuations qui pourraient juste être du bruit. Juste un petit à côté là-dessus. Donc, quel est le coût du capital de la firme? J'ai 19 de la firme qui est financée par du 4 qui est déductible d'impôt. J'ai 17,6 de la firme qui est financée par du 4,5 qui est déductible d'impôt. J'ai 17,34 de la firme qui est financée par du 5 déductible d'impôt. Mais par contre, le 1,94 qui est financé à du 7,5 n'est pas déductible d'impôt. Et le 44,31 qui est financé à du 12 n'est pas déductible d'impôt non plus. Et donc, oups. Et donc, le coût du capital, le coût moyen pondéré du capital est de 7,15 Le coût moyen pondéré du capital, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement après impôt. Ici, on avait trois types de dettes. Donc, les trois dettes sont déductibles d'impôt. C'était ça la petite pointe de cette question-là. Question F. Quels sont les flux monétaires des 6 prochaines années? Expliquez pourquoi les cash flows sont décroissants. Alors, les cash flows sont décroissants, c'est parce que les charges d'amortissement vont être à la baisse. Alors, les charges d'amortissement, c'est des charges non-cash et donc nos déductions d'impôts vont être de plus en plus petites par la suite et c'est pour ça que qu'est-ce qui va arriver, c'est que nos cash flows vont être à la baisse pour chacune des 6 prochaines années. Donc, on fait les ventes. On fait les coûts variables, on fait les coûts fixes et ça nous donne notre profit brut pour les 6 prochaines années. Donc, l'année passée, on avait une charge d'amortissement de 200 000. Et je dis rien, ici, je devrais ajouter assumer que les installations ont été achetées il y a plus que 2 ans. Justement, pour faire cette précision, ont été achetées il y a plus que 2 ans. Pourquoi? Parce que la cache de cette question-là, c'est que je ne vous disais pas le prix d'acquisition. Mais si l'année passée, les charges d'amortissement étaient de 200 000, ça veut dire qu'ils vont baisser, ils vont valoir 80, la prochaine année, ils vont valoir, la charge d'amortissement va être 20
de cette valeur. L'année suivante, ça va être 80 de cette valeur. Et ainsi de suite. Les charges d'amortissement vont être à la baisse, qui nous permet de calculer le bénéfice imposable. On est capable de calculer les taxes. Et par la suite, ça nous donne le bénéfice net qui ne sert à rien en finance. On rajoute cette charge d'amortissement et le cash flow, on peut voir qu'il est bel et bien décroissant. Pourquoi? La charge non-cash, tout ce que ça fait, c'est que ça vient réduire notre fardeau fiscal. Et vu qu'on a des charges non-cash qui sont de moins en moins importantes, ça veut dire qu'on va payer plus de taxes. Alors, c'est des déductions d'impôts. Vu que la charge d'amortissement est à la baisse, nos déductions d'impôts vont eux aussi être à la baisse. Une déduction à la baisse, ça veut dire qu'on paye plus de taxes. Donc, on peut voir que nos taxes vont augmenter pour chacune des prochaines années. On est capable de calculer notre cash flow. Alors, l'amortissement est une charge non-cash. Tous les crédits de déduction d'impôts. Donc, n'est pas c'est pas un cash flow. Alors, les cash flows sont décroissants parce que ces charges de déduction réduisent notre charge fiscale. Et vu que notre réduction, elle réduit, donc elle augmente, ça veut dire que d'une année à l'autre, on peut voir pour chacune des 6 prochaines années que nos taxes augmentent. La dépréciation baisse, les impôts augmentent, le cash flow baisse en conséquence. Alors, quelle est la valeur de l'entreprise? La valeur de l'entreprise, c'est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows. Alors, j'ai un cash flow de 958 000, 948 000. C'est la valeur actuelle de chacun des 6 cash flows. Cependant, à la fin de la 6e année, on vend les équipements. Donc, si on vend les équipements pour 100 000, on ne dit rien sur le prix de revente, si je ne me trompe pas. On ne dit rien sur le prix de revente pour la valeur au livre de 100 000. Alors, oui, j'avais remarqué que les étudiants ont été avec la valeur à la toute fin pour calculer quelle était la valeur au livre au temps t est égal à 0. Alors, ils ont été de 6 puis ils l'ont ramené au temps t est égal à 0. Alors, il y a tout le temps plusieurs façons d'arriver à la réponse. Donc, c'est ce que j'ai vu plusieurs étudiants faire. Alors, j'étais impressionné. Donc, on vend 1000 pièces qui est le prix de revente. On ne dit rien sur le gain capital, la valeur au livre. Et donc, en conséquence, on réduit ça au temps t est égal à 0. Et donc, ça nous donne une entreprise qui vaut 4,5 millions. Une petite note, j'ai des étudiants qui vont tout le temps arrondir un taux d'intérêt. Je suis au courant de ça. Alors, quand vous arrondissez un taux d'intérêt à 2 décimales, vous pouvez voir qu'il y a quand même 1000 pièces de différence. Je suis au courant de ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour un examen. Quelle est l'annuité équivalente pour cette entreprise? Donc, 4,5 millions, c'est égal à une annuité équivalente de 6 paiements de R, escompté à 7,15 %. Donc, c'est équivalent, recevoir 4,5 millions au temps 0 est équivalent à recevoir 954 000 au temps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Question 3. Le coût du capital d'une entreprise est de 8,32 %. L'entreprise possède un budget de 500 000. Oh, j'ai bien aimé cette question-là. L'entreprise évalue 3 projets distincts et indépendants. Donc, si tu es capable de prendre les 3 parce qu'ils sont positifs, tu le fais. Pour chacune des 3 projets, on peut soit acheter ou louer la machine. Donc, calculer le taux de rendement interne pour chaque projet d'achat de machinerie lourde. Donc, je peux soit acheter ou louer la machine A, acheter ou louer la machine B, acheter ou louer la machine C. Est-ce que je dis que les paiements pour la location sont généralement en début de période. Donc, si j'achète la machine A, je vais payer 275 000. Et le taux de rendement interne, c'est le taux d'intérêt qui rend la valeur actuelle des 5 cash flows plus la valeur terminale, alors de 200 000, alors 200 000 pour le cash flow 5. Je réduis ça à un taux d'intérêt. Alors, quel est le taux d'intérêt qui rend la valeur actuelle des cash flows égale à 0? La valeur actuelle nette des cash flows égale à 0, c'est un taux d'intérêt de 48,12 %. Donc, si je rentre moins 275 000 dans cash flow 0, dans cette calculatrice, bouton cash flow 1, 2, 3, 4
et 5, c'est la combinaison des deux. Et je fais Compute IRR, ça va me donner mon taux de rendement interne. Je peux faire ça pour le projet B et pour le projet C. Je ne peux pas faire ça pour l'allocation parce qu'il n'y a aucun taux d'intérêt qui rendrait la valeur actuelle de ces cash flows-là égale à 0. Alors, le taux de rendement interne serait l'infini. Pourquoi? Il n'y a aucune valeur au temps t est égal à 0. Calculer la vanne pour chaque projet. Donc, 6 calculs, un point pour chaque question. Donc, la valeur actuelle de chaque projet. Vanne de A, si j'achète. Vanne de A, si je loue. Vanne de B, si j'achète. Vanne de B, si je loue. Vanne de C, si j'achète. Vanne de C, si je loue. Maintenant, on dit à quelque part que la compagnie elle a un budget d'investissement de 500 000. Ça veut dire qu'au temps t est égal à 0, elle peut juste investir 500 000 $. Donc, je peux pas acheter A et B en même temps, ça serait 525 000. Mais je peux acheter A et C. Mais si j'achète A et C, je peux quand même louer B. Une autre chose, je peux acheter B et acheter C et louer A. Alors, c'est la combinaison qui maximise la valeur des actionnaires, c'est la combinaison qu'on devrait prendre. Donc, quelle est la vanne de chaque projet? Alors, j'ai la vanne de chacun des projets. Si j'achète, si je loue. Si j'achète, si je loue. Si j'achète, si je loue. Alors, je suppose qu'une question, comment pouvez-vous maximiser la valeur de cette entreprise en tant que gestionnaire? Quel projet adopteriez-vous? Quelle est la valeur ajoutée? Donc, c'est ça la question. Alors, je veux prendre tous les projets qui maximisent la vanne des entreprises. Donc, je peux soit acheter ou louer, acheter ou louer, acheter ou louer, A, B ou C. Donc, si j'achète A, j'achète B et j'achète C, j'aurais maximisé la valeur de la firme, mais je n'ai pas l'argent pour le faire. Donc, si je fais juste regarder, je peux acheter A et C. Acheter, c'est tout le temps meilleur que louer. Acheter, meilleur que louer. Acheter, meilleur que louer. Acheter est meilleur que louer. Donc, si j'achète A et j'achète C, j'aurai la valeur de A, j'aurai la valeur de C, mais je devrais louer B. Alors, voici la somme de ces trois composantes, c'est la valeur qui serait ajoutée. Je ne peux pas acheter A et acheter B, mais je peux acheter B, je peux acheter C et louer A. Donc, laquelle des combinaisons maximise la valeur des actionnaires? Donc, si j'achète A et C et je loue B, je vais créer 966 000 de valeur. Si j'achète B et C et je loue A, je vais créer 1 137 777. Donc, la meilleure chose que je pourrais faire, ce serait d'acheter B et C et de louer A. Alors, tous les projets sont profitables, mais je veux prendre la combinaison qui maximise la valeur des actionnaires. Donc, je ne peux pas acheter les trois. Donc, je peux soit acheter A et C ou B et C, mais je peux toujours louer l'autre. Et je maximise la valeur des actionnaires là où est-ce que j'achète B et C et je loue A. Quel est le taux d'indifférence entre les projets B achat et C achat? Donc, la différence entre B achat et C achat, ce que je vais faire, c'est que je vais B achat et C achat. Je vais calculer, je vais mettre la formule de vanne pour les deux projets. La vanne de B est égale à la vanne de C au taux d'indifférence. Par la suite, je vais foutre d'un côté tous les cash flows. Probablement que je vais mettre le 250 000 de l'autre côté et je vais mettre, le 225, je vais le soustraire à gauche et à droite et je vais soustraire 120 000 à gauche et à droite et la valeur terminale de 100 000, je vais le soustraire à gauche et à droite. Et la différence entre les deux, je peux maintenant plugger ça dans ma calculatrice. Donc, comment on le fait? La valeur de B, la valeur de C, et je vais tout simplement soustraire de la première équation, je vais soustraire tous les termes de la deuxième équation. Donc, si j'ajoute 225 000 à gauche et à droite, il me reste moins 25 000. Si je soustrais 120 000 à gauche et à droite, il me reste 40 000. 40 000 de différence, 40 000, 40 000, 40 000. 310 000, si je soustrais 220 000, il me reste 90 000. Maintenant, je peux plugger ça dans ma calculatrice. Cash flow 0, cash flow 1, 40 000, 2, 3, 4, 40 000, cash flow 5, 90 000. Compute IRR va me donner un taux d'indifférence de 161,33 %. À un taux aussi élevé que ça, la valeur de B, elle est égale à la valeur de C pour l'achat des machines.
Si le taux d'inflation est de 4 quelle est la valeur du projet A si j'achète? Donc, deux façons que je peux le faire. Je peux ajuster le taux d'inflation ou ben donc je peux ajuster je peux ajuster le coût du capital ou je peux ajuster les cash flows. Donc, si j'ajuste le coût du capital, le taux d'intérêt, je pourrais le faire à 4,15 Donc, le taux d'intérêt, on avait dit qu'il était égal à 8,32 Donc, le taux exact, alors je peux prendre 8,32 et soustraire 4 et faire la valeur actuelle et ça me donnerait mes cash flows. Mais pour avoir le taux d'inflation exact, il faudrait que je fasse 1,0832 divisé par 1,04 et ça va me donner 1 plus le taux réel qui est de 4,1538462. Pas besoin de garder toutes les décimales. Si vous l'arrondissez à deux décimales, vous voyez que les chiffres sont très proches. Donc, le chiffre exact est de 430 000. Donc, si je prends le chiffre exact, ça me donne 430 000. Ou donc, une autre chose que je peux faire, je peux indexer chaque cash flow de 4 et l'escompter à 8,32 ça va me donner encore une fois 430 690 et 83. À l'examen, je vous ai dit, j'accepte les deux façons. J'accepte toutes les façons. Question 4. Une compagnie financée en partie par 1 million d'obligations corporatives 20 ans. Chaque obligation coûte 1021. Ça, c'est la valeur présente de l'obligation. La valeur nominale est toujours de 1000 $ et le coupon est de 57,25 coupon annuel. La dette peut être rachetée et refinancée. Donc, ça, c'est le cours 6. Alors, notre projet, c'est de racheter la dette. Donc, on va calculer l'ancien taux d'intérêt et on va calculer le nouveau taux d'intérêt pour calculer, un, les économies d'intérêt et deux, le taux d'actualisation. Alors, quand on renégocie la dette, on utilise le taux d'intérêt de la dette. Donc, la dette peut être refinancée avec une nouvelle émission de 20 ans. Chaque nouvelle obligation serait vendue pour sa valeur nominale de 1000 $. Donc, ça veut dire que le prix de vente, en date d'aujourd'hui, serait de 1000 $. Et paiera un coupon de 5 Ça veut dire que le taux d'intérêt, si le prix du marché est égal à la valeur nominale, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon de 5 La prime de refinancement non déductible est de 2,5 millions et des frais légaux de 3 millions sont amortis linéairement sur la durée de l'obligation. Le taux d'imposition est de 25 Donc, pour ceux qui vont faire le cours SCO 4008, les frais d'émission sont généralement amortissables sur 5 ans. Dans notre exemple ici, j'ai donné, ça c'est avant que j'ai fait le cours 4008, donc j'ai sorti des chiffres aléatoirement. Donc, si je refinance, je dois payer 2,5 millions et c'est une charge cash qui n'est pas déductible. Par la suite, j'ai 3 millions qui peut être amorti linéairement sur les 20 prochaines années. Donc, je vais avoir une charge non-cash de 150 000 pour chacune des 20 prochaines années pour réduire ma charge d'impôt. Donc, quel est le coût de l'ancienne dette? La valeur de l'obligation 1021 est égale à la valeur actuelle de 20 coupons de 57,25 et une valeur nominale de 1000 $ à la toute fin. Donc, dans notre calculatrice Present Value, Payment, N est égal à 20, Future Value est égal à 1000, Compute I est égal à 5,546 Donc, l'ancienne dette payait avait un taux de rendement de 5,546 Donc, ça, c'est l'ancien taux d'intérêt. Si vous avez un message d'erreur quand vous faites ça, n'oubliez pas que la valeur présente, vous devez le mettre en négatif pour certaines calculatrices. Donc, Compute E nous donne l'ancien taux d'intérêt. Quel est le coût du capital de la nouvelle dette? Quel est le rendement qui serait mieux? Le rendement de l'ancienne dette. Quel est le rendement? Quel est le taux d'intérêt de l'ancienne dette? Quel est le taux d'intérêt de la nouvelle dette? Ça, c'est plus beau. Donc, combien d'obligations seront nécessaires pour remplacer l'ancienne dette? Alors, l'ancienne dette, j'avais 1 million d'obligations qui valaient 1021, donc je dois racheter 1 million fois 1021, donc 1 milliard 21 millions 320 000. Et les nouvelles obligations vont être vendues pour 1000 $, donc j'ai besoin de 1 million 21 320 nouvelles obligations.
Quelle est la vanne du projet de refinancement? Donc, à l'origine, je dois investir 2,5 millions pour racheter et 300 000 pour des frais légaux. Donc, je dois payer 5,5 millions au temps T est égal à zéro. Je vais recevoir une charge non-cash de 150 000 qui me permettra d'économiser 25 de ce montant à chaque année. Donc, j'ai une charge de 150 000. C'est une charge non-cash. Donc, si je paye 25 000 en impôts, alors, je vais tout simplement ici, je vais ajouter économie d'impôts égale 150 000 fois 0,25 égale 37 500. Valeur des charges, et donc la valeur des charges, la valeur des économies, le bouclier de dépréciation, bouclier d'amortissement. Ben, c'est tout simplement égal à la valeur actuelle de 20 paiements de 37 000. Alors, j'économise 37 500 pour chacune des 20 prochaines années. Alors, je vais escompter ça à du 5 Donc, la valeur du bouclier d'amortissement, c'est 467 000. Ça, c'est la valeur au temps T est égal à zéro. Donc, les économies d'intérêt. Alors, je vais économiser. Avant, ça, c'est la dette. Avant, je payais ça comme taux d'intérêt. Maintenant, je paye ça comme taux d'intérêt. Donc, j'économise les économies d'intérêt. Je vais ajouter une ligne supplémentaire ici. Économie d'intérêt. Donc, avant, je payais 0,0546. Maintenant, je paye 5 sur une dette totale de 1 million 21 000, 1 milliard 21 millions 320 000. Et donc, j'économise à chaque année 4 millions 698 000 et 72 par année. Ça, c'est les économies d'impôts. Maintenant, ça veut dire que j'ai un bénéfice imposable qui va augmenter de 4 698 000 et 72 par année, ce qui va faire en sorte que je vais payer plus d'impôts sur le bénéfice imposable supplémentaire. Donc, pour chaque 1 de bénéfice, je paye 25 cents en taxes, et ça pour chaque année, pour chacune des 20 prochaines années. Donc, la valeur actuelle après impôt, alors j'économise 4,698 d'intérêt par année. Après impôt, la valeur actuelle des économies, alors la valeur actuelle des économies, ben, c'est tout simplement ce montant de 4 698 000 après impôt pour chacune des 20 prochaines années. Donc, la valeur actuelle des économies d'impôt après intérêt, c'est 52 120 769. Pourquoi est-ce que j'ai des chiffres différents ici? J'ai fait une erreur de calcul, excusez-moi. 1 million, 021, 320, 0,0546 moins 0,05 égale, ouais, 1 million 21 320. Ouais, OK. Alors, ça, c'est le bon chiffre. Ouais, alors, je vais tout simplement changer ça.
Alors, c'est ça. Et ouais, voilà. Donc, les économies d'intérêt, ça par année. Après impôt, j'économise ça par année. Alors, ça fois 20 ans me donne la valeur actuelle des économies d'intérêt après impôt. Alors, la vente de refinancement, ben, c'est tout simplement la somme de toutes ces composantes. Alors, la vente de refinancement, ben, c'est égal à moins 5 500 000 plus la valeur du bouclier d'amortissement qui est de 467 332 et 89, plus les économies d'intérêt après impôt, alors 52 120, 769 et 61. Et donc, c'est égal à cette valeur-là. Je vais tout simplement arrondir ça au dollar près. C'est ça. Donc, vu que la vanne, elle est plus grande que zéro, on devrait refinancer. Alors, si vous avez fait votre calcul avec 5,5 au lieu de 5,546 ça vous aurait donné cette valeur qui est ici. Donc, un examen sur deux, généralement, j'ai la question de refinancement, puis un examen sur deux, j'ai généralement une question sur le loyer qui est payé en début de période. Et ceci conclut l'examen de 2018.